Hello everybody! If you have been following American news these past weeks, you should have been... Et je vais arrêter de faire l'américain. Pourquoi? Parce que sinon vous allez croire que vous êtes tombé sur une vidéo d'un américain en anglais alors que vous comprenez rien à l'anglais, alors qu'on est bien français et qu'on parle la France, le français. C'est pourquoi, là, j'ai traduit ce que je viens de dire tout à l'heure, que si vous avez suivi ces dernières semaines l'actualité américaine, vous avez certainement dû voir que les États-Unis d'Amérique sont en shutdown. Un shutdown, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ont les termes, ça veut dire confinement. Mais c'est pas le même shutdown, c'est pas le même confinement qu'en 2020. Là, on en employait partout aussi le mot shutdown, mais aujourd'hui, en ce moment, c'est un shutdown politique. C'est un shutdown public, si je peux appeler ça comme ça. C'est un confinement public politique. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un shutdown aux États-Unis? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est qu'un shutdown? On appelle ça fédéral américain. Est-ce que ça peut impacter les marchés parce que nous on fait accessoirement du trading, donc c'est ce qui nous intéresse, et on va jeter un œil à la fin sur les marchés concrètement, ce qui les fait bouger. Donc si tu veux en savoir plus, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, crois-moi que tu vas apprendre des choses, ça va être très intéressant. Let's go, sans plus tarder, commençons la vidéo. Pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un shutdown fédéral américain? Qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement, le gouvernement fédéral américain, il fonctionne sur la base de budgets annuels. Comme par exemple la France, on en a parlé dans la précédente vidéo que je t'invite à aller regarder si tu ne l'as toujours pas vu. La France, pareil, tu dois certainement le savoir, que depuis l'année dernière, elle essaye de mettre en place un budget pour l'année. Les États-Unis fonctionnent quasiment de la même manière. Je dis bien quasiment. Le Congrès doit mettre en place un budget annuel. Ça fonctionne en plusieurs... Par contre, lui, il le fait en plusieurs étapes. En 12 lois de crédit, on appelle ça. Mais lorsqu'un de ces budgets ou une résolution de financement, en anglais, on appelle ça un continuing resolution, eh bien, lorsqu'un des deux n'est pas adopté par le Congrès, par la majorité, eh bien, certaines agences fédérales, donc publiques, doivent cesser, doivent fermer ou alors doivent limiter leurs activités. En partie, celles qui ne sont pas essentielles. C'est ce qu'on appelle le shutdown. Et pour rentrer un peu plus en profondeur, pour expliquer ce mécanisme de ce phénomène-là, de ce shutdown, on a la Constitution des États-Unis qui prévoit justement que le Sénat et la Chambre des représentants, donc c'est comme en France où on a le Sénat et l'Assemblée nationale, sauf qu'aux États-Unis c'est la Chambre des représentants qui forment le Congrès, eh bien ils doivent approuver au fil de l'année plusieurs budgets. Et lorsqu'un budget fédéral est approuvé, il va par la suite chez le président pour sa signature. Sauf que s'il n'est pas d'accord, eh bien le président peut utiliser son droit de veto. Et à ce moment-là, si c'est le cas, le budget retourne au Congrès où il doit être à nouveau travaillé, à nouveau approuvé. Donc ce droit de veto doit être approuvé par le Congrès. Et si le Congrès n'est non plus pas d'accord par le droit de veto du président, boum, l'administration fédérale cesse toute activité à la population. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a un arrêt des activités gouvernementales. Et cet arrêt, qu'est-ce que ça va provoquer? C'est pas la meilleure des choses, mais je vais vous donner aussi mon avis personnel tout à l'heure. Eh bien cet arrêt, justement, il a pour conséquence qu'il va mettre un nombre important de fonctionnaires, donc d'employés fédéraux, au chômage temporaire, voire au chômage permanent. Mais pour autant, certains services sont exemptés parce qu'ils sont juste essentiels, comme la sécurité, les forces des armées, certains programmes sociaux, mais à côté, beaucoup de fonctions publiques, beaucoup de fonctions sont juste réduites ou voire même gelées. Jusqu'à ce que le Congrès adopte et soit en accord
avec un financement. Et là, j'en viens donc à mon avis personnel, c'est, je trouve, des mesures radicales de la part des États-Unis pour adopter un budget. Mais c'est grâce aussi, je trouve, à ces mesures radicales qui donc mettent un nombre élevé, et on va en parler tout à l'heure rapidement, de personnes au chômage technique, au chômage temporaire, voire permanent, et l'arrêt de plusieurs institutions qui mettent une pression sur les députés. Donc en anglais on appelle ça les lawmakers, ceux qui font la loi, ceux qui font les lois. Eh bien ça leur met une pression pour qu'ils se bougent au maximum pour pouvoir mettre en place ce budget. Alors qu'à contrario, en France, qu'est-ce qui se passe? Depuis l'année dernière, bah, les gouvernements, parce qu'il y en a plusieurs, les gouvernements essayent de mettre en place un budget pour la France, pour l'année suivante, etc., etc. Sauf que s'il n'est pas approuvé par l'Assemblée nationale, bam, motion de censure, ça tombe à l'eau, le gouvernement tombe à l'eau, etc. Et puis le temps passe, et puis il n'y a pas de budget d'approuver pour la France pour les années suivantes, et donc on se retrouve toujours dans le même cercle vicieux, si je peux me permettre, dans la même merde, et ça va continuer, 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 des mois, et puis des années, et des années, jusqu'à ce qu'il y a... ouais, je prends l'exemple d'aujourd'hui, mais je pense que jusqu'à qu'il y aura un changement de parti, ou jusqu'à que quelqu'un va avoir la majorité de l'Assemblée de son côté. Donc au moins en France, peut-être qu'on ne met pas de fonctionnaires au chômage temporaire technique, mais les États-Unis, au moins, eux, ils ont leur budget en place. Ils ont leur budget en place. Et lorsque c'est pas approuvé, ce qui peut arriver, c'est pas arrivé beaucoup de fois, c'est arrivé 21 fois depuis 1976, donc pas beaucoup autant dire. Eh bien, lorsque ça arrive, les gens se bougent pour pouvoir mettre un budget, pour pouvoir être en accord. Et la preuve en est, regardez, on regarde ça ensemble, donc on a depuis 1976 le nombre de jours totaux que ça a duré. Donc en 76, 11 jours, 13 jours, 9 jours, 9 jours, 18 jours, 12 jours, 3 jours, 2 jours, 4 jours, 4 jours, 3 jours, 2 jours, 2 jours, 2 jours, 4 jours, 5 jours, 21 jours en 95 et 96 sous Clinton, 16 jours pour Obama en 2013, et ici 2 jours sous Trump, enfin à partir de Trump là en 2018, moins d'un jour, 1 mois et 3 jours avec Trump en 2018-2019, qui a été le shutdown le plus long. 1 mois et 3 jours. Et pour le moment, là, on est à une dizaine de jours depuis le 1er octobre. Donc on est à... allez, là, au jour où je tourne la vidéo, on est à 11 jours. Et donc le 1er octobre 2025, qu'est-ce qui n'est pas passé? C'est sur l'exercice 2026 concernant le budget fédéral américain qui n'a pas été approuvé, et ça concerne des désaccords qui portent sur des enjeux majeurs comme les subventions qui sont liées à l'assurance santé, la sécurité sociale, tout ça, les niveaux de dépenses sur les énergies renouvelables allouées à la Californie, et donc un échec de plusieurs projets de résolution qui sont de la faute des deux partis, des républicains comme tout autant des démocrates. Les deux se remettent la faute sur l'un et l'autre, et c'est ce qui a précipité donc cette impasse et ce shutdown. Et donc les résultats, les dégâts, si on peut appeler ça comme ça, de ce shutdown actuel, c'est quoi? C'est que ça fait qu'il y a 900 000 fonctionnaires qui sont au chômage. Furlough, ça veut dire chômage. Et qui laissent aussi 700 000 travailleurs, fonctionnaires, sans paye, without pay. Pendant qu'il y a l'essentiel des services comme la Medicare, donc les soins, le transport, et comme beaucoup d'agences comme tout ce qui est Institut de la santé, Disease Control and Prevention, donc tout ce qui est contrôle et prévention, et tout ce qui est Special Supplement Nutrition Program for Women, Infants and Children, tout ce qui est pour les femmes, les enfants, tout ce qui est infantile, etc., pareil, qui font face à des fermetures, des opérations partielles ou complètement totales. Et qu'en plus de ça, pour terminer, le gouvernement commence même à
penser et à le dire ouvertement, à envisager des licenciements permanents pour certaines fonctions si le shutdown dure trop longtemps. Donc on peut juste constater avec ça que les fonctionnaires aux États-Unis n'ont pas du tout la même sécurité de l'emploi qu'en France. Bien au contraire. Et pour finir, en beauté en image, vaut mieux un schéma que 1000 mots, disait Napoléon. Qu'est-ce qui ferme? What shutdowns in a shutdown? Qu'est-ce qui ferme dans un shutdown? Donc on voit déjà par exemple ici que les national parks, monuments et muséums, donc les parcs nationaux, les monuments et les musées sont partiellement clos, voire même j'ai vu tourner aujourd'hui qu'ils sont clos. Ils sont clos, quasiment tous. Donc voilà, admettons, vous allez visiter les États-Unis. On sait tous que les États-Unis ont de magnifiques parcs nationaux. Boum, vous pouvez même pas les visiter. Et ça, c'est vraiment dommage. Pareil ici pour les centres de visite aux parcs et les monuments, ils sont tous clos. Ici, là, pour la finance, pour le trading, les marchés financiers, ça nous intéresse beaucoup plus. Les data économiques, les données économiques, et tout ce qui est les statistiques, les collections et les reports, donc les rapports, ils sont fermés. Donc, justement, depuis ce shutdown, on attendait en début de mois certaines datas clés, certains ratios clés, et finalement, ils ont été annulés parce que ici, c'est fermé. Cette institution-là ne peut pas les dévoiler parce qu'ils ne travaillent plus. On voit qu'ici, FHA Mortgage Programs, j'ignore ce que c'est. Les mail services, donc la poste elle est ouverte, heureusement. Amtrak, bon apparemment ça c'est les transports communs, c'est ouvert. Small business loan, donc les petits business d'emprunt sont fermés. Le trafic aérien et les contrôles aériens passeport, les bureaux de passeport sont ouverts. Mais pareil pour les passport offices, donc pour les bureaux de passeport, j'ai vu aujourd'hui que c'est fermé. Donc voilà, il peut y avoir des changements. Et les recherches médicales sont partiellement closes. En tout cas, pour ce qui est des hôpitaux publics, eux, c'est ouvert et il n'y a pas le choix. La santé, c'est primordial. Mais pour la recherche, etc., la recherche, c'est pas forcément primordial. Donc tout ça, c'est fermé. Et la Cour fédérale, bien sûr, ben, celle qui est à l'origine plus ou moins de tout ça, elle est ouverte. Donc c'est un beau schéma qui récapitule bien ce que c'est un shutdown. Et donc, qui dit shutdown dit que la plupart des fonctions publiques sont fermées et donc on n'a plus de data. Qui dit plus de data ben, dit qu'on n'a plus de données, ça paraît logique, mais si on n'a plus de données, plus de ratio économique, sur quoi on va se baser? Sur quoi on va valoriser les actions? Sur quoi on va valoriser la croissance? Sur quoi on va valoriser le chômage? Enfin, etc. On n'a plus de data. Donc, comment on fait? Et justement, on peut penser que ça apporte de l'incertitude, c'est évident, c'est inévitable que le contexte actuellement, il est beaucoup plus incertain que lorsqu'on n'est pas en shutdown, hein, faut pas être bac plus 8 pour comprendre ça. Du coup, qui dit incertitude, ben, dit qu'on peut penser que les marchés n'aiment pas ça. On regarde notre ami le Nasdaq ici, le 1er octobre, il y a ma tête, mais je vous garantis qu'ici c'est le 1er octobre, là vous le voyez, voilà, 1er octobre, on voit qu'à bon, l'annonce, on a eu une mèche, mais au final, on finit la journée dans le vert. On finit la journée dans le vert. Et on n'a fait que monter là. On n'a fait que monter. Donc vous voyez que le shutdown en soi n'a rien de négatif sur les marchés. Pourquoi? Parce qu'avant tout, les indices US, ça valorise quoi? Ça valorise les entreprises. Les opérateurs regardent les datas sur les entreprises. Et les entreprises, elles cartonnent. Il y a une bonne perspective de croissance. Les earnings sont toujours bons. Donc les earnings, c'est quoi? C'est les résultats des entreprises sont excellents. Donc il n'y a aucune raison que pour le moment ça baisse. Parce qu'en même temps, on sait qu'un shutdown, c'est temporaire. Mais du coup, si je glisse à droite, qu'est-ce qui s'est passé ce vendredi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est on a eu une violence là dans la baisse, mais énorme. Je le disais en trading live, c'est perché, ok? Tant que on fait des ATH, des plus hauts historiques,
il faut acheter, c'est évident. Mais un moment, tôt ou tard, ça va corriger. Et quand ça va corriger, il va y avoir un catalyseur. Un catalyseur, c'est quoi? C'est une raison macroéconomique, une raison majeure, une raison fondamentale qui va expliquer une baisse des marchés. Parce que là, depuis mai, ça se passe super bien, avec des petites corrections évidemment. Mais là, cette correction s'est faite sur les indices US, elle s'est faite sur les cryptos comme le Bitcoin, regardez l'Ethereum, le Solana, le Polkadot, etc., etc. Elle a fait baisser le pétrole, elle a fait baisser le silver légèrement, elle a fait un peu monter le gold et surtout le VIX, il a cartonné vendredi. Ça prouve le gros stress, la grosse peur qui est arrivée vendredi. Et qu'est-ce qui explique cela? Ici, on peut voir que le président Trump menace la Chine d'imposer des tarifs douaniers jusqu'à 100% à la Chine à partir du 1er novembre, voire all sooner, voire même avant. Tout ça pourquoi? Parce que la Chine augmente son contrôle sur ses exportations envers les autres pays, sur les terres rares. Et donc la Chine, justement, elle l'a déjà faite. Elle a déjà élargi tous ses contrôles sur ses exportations de matériaux critiques. Et ça, qu'est-ce que ça va impliquer? Qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va juste accentuer, augmenter les craintes de toutes les chaînes d'approvisionnement des secteurs de la technologie, de la défense, de toutes les industries avancées, notamment en Amérique et principalement sur tous les business majeurs américains. Donc les tensions réaugmentent entre ces deux pays, la Chine et les États-Unis, tension qui était très majeure, on se souvient en avril, ici en avril, le 2 avril lorsqu'il a ici là, voilà, lorsque Trump a sorti les tarifs douaniers, on a eu une énorme tension et puis au fil de l'été, elles se sont assagies. Et c'est pour ça que ils devaient apparemment se voir parce qu'ils s'entendaient bien à nouveau. Et donc voilà quand les tensions se sont assagies, ce que le marché a fait. Et là apparemment les tensions reviennent, réexplosent, renaissent et boum, ça fait chuter à nouveau les indices US et voire même tous les marchés financiers. Donc on voit bien que cette chute, elle reflète l'inquiétude sur l'énorme valorisation de la technologie, de l'IA et j'en passe. On voit que c'est perché, perché, perché. C'est limite, on est dans une bulle. Donc à la moindre tension, au moindre risque, au moindre événement catalyseur macroéconomique, macro-géopolitique, tout ça va être très violemment arbitré. Et voilà pourquoi. Donc on a un retour très méchant et une valorisation qui s'ajuste et donc ce qui fait une baisse aussi énorme. Donc mon avis personnel, c'est que là, honnêtement, je m'attends à ce que ces tensions ne s'apaisent pas ces prochains jours et on attendait ça avec impatience qu'il fallait un retracement. Il fallait que le marché, le Nasdaq, l'IS, les indices US recorrigent et que ça aille, là je suis en daily, que ça aille, donc pourquoi pas, là ma première target c'est ici, c'est les 23 700, 23 800 qui correspond à mes Finlines daily et on voit qu'elle marche à la perfection, là, 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 que ce soit en weekly, daily, 4 heures, 1 heure, 5 minutes, 1 minute, voire même en tick. Je le prouve tous les jours en live, en trading live. Donc je vous invite aussi à venir et participer au trading live. C'est très intéressant, je dévoile tout, ou presque tout. On verra à ce moment. Je pense, je suis très convaincu que le marché va venir là sur les Finlines en daily et à ce moment on verra ce que le marché va faire. On voit qu'ici début d'année elles sont venues taper 3 fois avant de casser. En 2022 ici pareil, elles n'ont pas cassé tout de suite. Ça a tapé une fois, 2 fois et la troisième fois ça a cassé et on a eu un marché baissier plus ou moins toute l'année. Enfin oui, toute l'année. Toute l'année. Donc là, je m'attends pas à ce qu'on va les casser en one shot. Ça marche trop bien les Finlines. Donc pourquoi pas vagabonder, faire comme quelque chose de ce type-là. Si les tensions ne s'améliorent pas, mais si elles s'améliorent, pourquoi pas juste en fait un retracement là pour ensuite repartir sur les ATH sur les plus hauts.
Donc c'est une affaire à suivre. Et donc je vous invite à regarder toute cette histoire au fil du temps avec moi, pendant les lives ou dans les prochaines vidéos que je vais publier. Donc si tu as aimé cette vidéo, tu sais quoi faire, tu mets un pouce bleu, tu la likes, tu t'abonnes, tu actives la cloche pour ne rien manquer par la suite. Parce que crois-moi, là on va envoyer du lourd. Déjà en live trading, je vais faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Je vais pendant 2 semaines voire plus trader de l'open à la close. De l'open à la close. De l'open à 15h30 jusqu'à la close à 22h. Crois-moi que ça va être long. Et tout ça, c'est pour montrer que on peut trader n'importe quand. Il y a des opportunités à n'importe quel moment de la journée. Même si la deuxième partie de session, je ne suis pas habitué à la trader et qu'il y a beaucoup moins de volatilité. Maintenant, il y a une hausse de la volate. Donc, j'avoue que le timing là, il est pas mal. Peut-être qu'on va avoir beaucoup plus d'opportunités, mais tout ça pour vous montrer que c'est faisable, malgré tout, de trader, même si vous êtes disponible que le soir. Donc, je t'invite à me rendre visite, à aller participer à ces lives et à regarder les prochaines vidéos qui vont être tout aussi intéressantes. Sur ce, je te souhaite un très bon trading. À très bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Florent de Finebrest. Ciao, ciao, ciao! Yo, his name is Florian, he's the NASDAQ hustler. Every day he's grinding, making all them numbers cluster. He's a day trader, living life as a thrill seeker. Analyzing charts, he's the Wall Street sneaker. 9 to 5 ain't his game, it's the stock market flow. Tickers on his mind, watching those numbers grow. Buy low, sell high, that's the name of the game. Florian's in the zone, he ain't playing for fame. Florian's on